Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Aliette Mounier-Lompré, bonjour. Bonjour. Votre premier forfait de téléphone mobile, est-ce que vous en souvenez ? En quelle année c'était déjà ? Et ensuite, combien de temps d'appels vous avez droit ? Combien de textos, de MMS ? Alors c'était assez tard. Moi j'ai eu mon premier portable plutôt début des années 2000. Ouais. Et je me souviens qu'avant je piquais surtout le portable de ma mère et qu'elle avait un forfait illimité, ce qui était très rare à l'époque. Et à l'époque, c'était le Sésame, qui s'est ensuite très répandu. Et donc, je piquais le téléphone pour appeler mes copines. Je m'en souviens. Et votre premier téléphone, le modèle, vous vous en souvenez ou pas ? C'était les Nokia, là, on jouait au serpent. 3310, exactement. quelque chose comme ça. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Aliette Mounier-Lompré, PDG d'Orange Business, l'entité du groupe Orange dédiée aux professionnels. Vous êtes un bébé Orange, vous êtes entré chez Orange en 2006. C'est votre premier job, vous y êtes resté. Est-ce qu'au début c'était un hasard ? Aujourd'hui ça ne l'est plus du tout, j'imagine. Mais au tout début, c'était pour quelle raison vous entrez chez Orange en 2006 ? C'était complètement un hasard. Ouais. J'ai été paumée parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma carrière. Je cherchais un stage. Et j'ai fait plusieurs essais dans différents secteurs. Et puis, j'ai atterri chez Orange. Et là, j'ai atterri dans une équipe qui était super jeune, dynamique, multiculturelle, dans laquelle on m'a donné tout de suite des responsabilités. J'ai adoré. Et donc, je suis restée. C'est gentil pour la culture d'entreprise d'Orange, ça. Parce que vous dites, je rentre en stage, un peu par hasard. Et puis je rencontre des gens différents, quasiment des copains, vous dites. Et puis, on me donne des responsabilités. C'est important, ça, quand on atterrit, vous dites, quelque part, d'avoir des responsabilités, de se sentir responsabilisé directement. Oui. Et c'est vrai que la culture d'Orange est super attachante. Et c'est une entreprise où on peut faire plein de choses. Et j'en suis un bon exemple. J'ai fait quasiment tous les métiers de la boîte. Et où on peut naviguer et où quand on a envie de faire des choses, on peut le faire. Oui, parce que vous avez changé effectivement beaucoup de jobs dans différentes entités, etc. Vous connaissez plein de choses finalement, plein de métiers différents, plein de... J'ai fait beaucoup de B2B, donc j'ai travaillé beaucoup dans le milieu entreprise, opérateur, beaucoup d'international, beaucoup de terrain d'opérationnel, mais après j'ai fait du marketing, de l'innovation, des réseaux, des opérations, du développement de produits. J'ai... Et cette responsabilisation qu'on vous a confiée au tout début, est-ce que vous la rendez aujourd'hui quand vous recrutez des jeunes collaborateurs, des stagiaires, des alternants ? Est-ce que c'est quelque chose qui reste ? J'essaye, et d'ailleurs c'est une bonne question parce que je me suis rendu compte, la première fois dans ma carrière, quand j'ai été manager pour la première fois, je me suis rendu compte que j'avais managé un peu à l'envers, c'est-à-dire que j'avais managé par expertise, comme on dit, parce que j'avais d'abord été stagiaire dans l'équipe, puis junior, puis manager. Et quand j'ai quitté ce premier poste de manager, je me suis rendu compte que l'équipe avait super mal fonctionné après mon départ. Parce qu'en fait, j'avais tendance à tout gérer. J'ai réalisé à ce moment-là que d'être manager, c'était vraiment justement donner de l'autonomie aux gens, les aider à grandir, les aider à prendre des décisions tout seuls. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'était une de mes premières grosses erreurs et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je manage des gens en début de carrière, j'essaye vraiment de penser à ça. Donc vous avez fait, dans un premier temps, en tout cas, l'inverse de ce qu'on vous avait laissé faire. D'une certaine manière, Orange Business, c'est quelle part du business du groupe Orange aujourd'hui, à peu près voilà. Orange Business, c'est 8 milliards d'euros à peu près par an, donc c'est 20% du chiffre d'affaires du groupe Orange. Et donc, c'est l'entité du groupe Orange qui sert les entreprises à travers le monde. Donc, ça va de l'accompagnement d'un grand groupe du CAC 40 à une petite PME ou un grand groupe mondial, américain ou chinois. C'était ma prochaine question. C'est-à-dire, vos clients, c'est à la fois des toutes petites entreprises, voire des indépendants, des entrepreneurs, des choses comme ça, aux grands groupes. Ça va en effet de la PME au grand groupe. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner dans leur transformation digitale. Et ça, c'est à la fois un travail sur les infrastructures, donc la connectivité, le cloud, la cybersécurité, et puis on monte dans les couches du digital, la data, l'IA, et donc c'est passionnant. C'est passionnant, ça bouge en effet de partout. Vous venez de parler de cybersécurité, de cloud. En réalité, c'est beaucoup plus qu'un simple forfait.
téléphonique, parce qu'on parlait, je parlais de première question un peu caricaturale, mais c'est amusant parfois de revenir aux bases de ce genre de service. Aujourd'hui, Orange, il y a plein de ficelles à tirer, entre guillemets, plein de préoccupations de tous les instants. Orange Business aujourd'hui n'est plus finalement un opérateur télécom du monde des entreprises. Orange Business, c'est un intégrateur, c'est-à-dire que notre rôle historique, c'était de fournir à nos clients de la connectivité. On connectait des sites, on donnait des téléphones fixes. Le réseau, il y a du réseau. Voilà, on donnait des flottes de mobiles. Ça, c'était de la connectivité du métier d'opérateur. On fait toujours ça, mais notre rôle aujourd'hui, à l'ère du cloud, à l'ère du logiciel, c'est surtout de faire marcher des briques de technologie les unes avec les autres. La connectivité, mais aussi le cloud, la cyber, la data. Et on orchestre tout ça. Dans un univers qui est assez complexe. La confidentialité, la sécurité des données, c'est au moins aussi important que d'avoir du réseau aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'adore mon job, parce qu'on est vraiment au quotidien au cœur des enjeux de l'économie, de la société, les enjeux du 21e siècle, parce que c'est, vous l'avez dit, les enjeux de sécurité, les enjeux de souveraineté, les enjeux d'innovation, les enjeux de compétitivité pour les entreprises, les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, c'est énormément de sujets. Le sujet, bien sûr, des compétences, comment les métiers et les compétences évoluent à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, c'est énormément d'enjeux qui sont au cœur des préoccupations de la société. Je reviens sur le téléphone de votre maman que vous taxiez, parce qu'elle avait un forfait assez inédit à l'époque, le forfait illimité qui aujourd'hui est plus ou moins la norme. Est-ce que ce terme d'illimité, à une époque où on parle de consumérisme à outrance, etc., est-ce que l'illimité, ça a toujours un sens, ou moins qu'avant? Est-ce qu'il est à relativiser ce terme? C'est une vraie question à l'ère où on parle aussi beaucoup de sobriété, de durabilité, où on voit que les ressources de la planète ne sont pas forcément infinies. Ils ne sont pas illimités, justement. Les enjeux environnementaux, les enjeux énergétiques sont vraiment au centre aussi de ce qu'on fait. Il faut qu'on trouve les bons équilibres. En plus, on est aussi, je le disais, un acteur d'infrastructure. Qui dit infrastructure dit qu'il faut construire ces infrastructures, que ça nécessite des investissements, et que ces investissements, forcément, derrière, il faut d'une manière ou d'une autre les rentabiliser. Et donc, il y a aussi beaucoup de débats dans notre industrie sur, finalement, comment on fait pour avoir une juste répartition de la valeur entre tous les acteurs mondiaux. Et c'est pas un sujet qui est évident. Oui, parce que finalement, quand on consomme, je sais pas, on dit aux Français consommer mieux, consommer moins certaines choses, consommer mieux certaines choses. Ça peut aussi rejoindre ça, c'est-à-dire ne consommez pas du numérique en vous disant que de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ayez une consommation numérique un peu responsable dans une certaine mesure. C'est aussi le concept de ce qu'on appelle la tech for good. Alors c'est un peu un slogan, mais c'est de se dire que, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Orange Business, de se dire que c'est pas la tech pour la tech, on n'est pas là pour se faire plaisir avec de la technologie et de l'innovation, on est là pour essayer de résoudre des problèmes concrets, que ça soit justement aider des services publics à mieux fonctionner, à être plus efficaces, aider des entreprises à mieux servir leurs clients, et essayer de le faire toujours en étant le plus efficace possible, le plus sobre possible. Et donc, on fait des choses. Par exemple, on applique ce qu'on appelle les principes d'éco-design quand on design nos produits, en se réfléchissant toujours à quelle est l'architecture technique la plus efficace. Est-ce que dans certains cas, on peut éviter d'utiliser de l'intelligence artificielle qui est très consommatrice d'énergie et faire des choses plus simples? Donc on a cette réflexion-là bien en tête quand on travaille. Je vois en effet beaucoup de chantiers en parallèle. Alors vous êtes également une ancienne joueuse au Paris Saint-Germain. Alors en quoi ça décidément, en quoi ça a impacté votre carrière? Est-ce que vous avez dû faire des choix à certains moments de votre vie, choisir une carrière sportive, puis professionnelle? Comment est-ce que vous avez orchestré donc ces choix de vie, ces choix de vie professionnels? Alors, moi, j'ai en effet été joueuse de football au Paris Saint-Germain. J'ai joué 4 ans en première division. À l'époque, c'était déjà il y a quelques temps, le football féminin n'était pas professionnel en France. Donc, j'ai jamais eu à choisir. Ça a toujours été clair pour moi qu'il faudrait de toute façon que je fasse des études et que je me trouve un travail. Que ça pouvait pas devenir un vrai métier, si je caricature. Voilà, même si à l'époque, je rêvais d'aller aux Jeux Olympiques, je rêvais... et puis vous aviez des ambitions sportives. Voilà, finalement, la vie s'est déroulée un peu différemment pour moi, et quand j'ai vu certaines de mes anciennes coéquipières au JO à la télé, j'ai eu un petit pincement au cœur. C'est vrai, ouais. Mais finalement, je pense que le football... Donc, j'ai jamais eu à choisir, mais je pense que finalement, si je devais
dire ce qui a le plus joué dans la réussite de ma carrière par la suite, c'est probablement le football. Parce qu'on apprend énormément quand on fait du sport collectif. Le management et le sport d'équipe, il y a énormément de similarités. Et donc, on apprend le goût de l'effort, on apprend à rater, à s'entraîner, on apprend à travailler avec les autres, à jouer sur les complémentarités, à se dépasser. Enfin, il y a énormément de choses qui servent après. Oui, parce que le sport collectif, par définition, ça ne se joue pas seul. Oui. Il faut s'entendre avec les autres d'une façon ou d'une autre. Il faut s'entendre avec les autres et il faut savoir dépasser parfois des désaccords et surtout se dire que... même si on a tous le même objectif, on n'a pas tous le même rôle dans l'équipe. On doit savoir ce qu'on a à faire et on y va tous ensemble. On n'a pas tous le même caractère, pas tous la même force de résilience, tout ça. Et effectivement, ça peut parfois être un cocktail détonnant. J'ai lu dans Les Échos, Aliette Mounier-Lompré, que vous avez donné une interview aux Échos consacrée au coming out en milieu professionnel. C'est quelque chose que vous avez fait personnellement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? Est-ce que c'est toujours un tabou ? Ça l'est moins dans notre société ? Alors c'est un peu paradoxal parce qu'en France, en 2024, on pourrait se dire que finalement, l'orientation sexuelle des gens, c'est pas un sujet. Malheureusement, toutes les études et les statistiques montrent qu'il y a encore aujourd'hui quasiment une personne sur deux en entreprise qui cache son orientation sexuelle quand la personne est LGBT. Et que donc il y a quand même un certain tabou, une gêne et une difficulté. J'explique toujours à mes interlocuteurs qui ne réalisent pas forcément, parce que ce sujet ne concerne pas tout le monde au quotidien, qu'en réalité, on vit dans un monde qui est extrêmement hétéronormé. C'est-à-dire que quand vous êtes à la machine à café avec vos collègues, tout le monde raconte son week-end, des anecdotes de famille. Et donc, le fait de parler de sa situation familiale, c'est ultra commun au quotidien dans tout un tas de situations. Et donc, quand on est homosexuel, on a en général le choix entre soit faire son coming out, soit mentir. Et il n'y a pas beaucoup d'options intermédiaires. Et donc, vous disiez, vous avez fait votre coming out, mais en fait, je fais mon coming out depuis 20 ans, quasiment tous les jours, parce que on parle de sa vie personnelle quand on est au travail. On parle de sa vie personnelle quand on est au travail, mais qu'est-ce qui vous a fait, vous le dites, je le fais depuis 20 ans, mais qu'est-ce qui vous a vraiment, par exemple, cette interview aux Échos, je veux dire, il y a des choses fortes, quoi. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à le clamer plus fort encore, si je puis dire. C'est qu'il y a quelques années, justement, je suis tombée sur ces statistiques et je suis un peu tombée de ma chaise. J'ai réalisé que c'était un sujet qui était encore très difficile pour beaucoup de gens en France et d'autant plus à travers le monde, puisque Orange Business a des équipes dans énormément de pays et il y a certaines situations qui peuvent être encore plus difficiles. Et là, j'ai réalisé aussi qu'il y avait très peu de dirigeants d'entreprise, voire quasiment aucun, qui avaient pris la parole sur ce sujet-là. Et que je pouvais avoir un rôle à jouer. Et juste en étant moi-même, juste en disant la vérité haut et fort dans un journal, je me suis rendu compte que ça aidait énormément de monde. Juste en étant vous-même, il nous reste 35 secondes. Il y a eu un avant et un après. Vous dites juste en étant moi-même. Il y a eu un avant et un après parce que je me suis sentie après beaucoup plus libérée et beaucoup plus libre. Et puis surtout, j'ai eu des témoignages incroyables d'énormément de monde qui m'ont dit voilà, ce que tu as fait, ça m'a aidé. Et ça, c'est se sentir utile, c'est quand même sympa. Aliette Mounier-Lompré, PDG d'Orange Business, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour Le Figaro et pour le Talk Décideur. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raimentas avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.